Bonjour, amis de l'histoire grecque. Je vous présente aujourd'hui l'œuvre de Ptolémée, l'un des principaux diadoques d'Alexandre et fondateur de la dynastie ptolémaïque ou lagide, sachant que son père s'appelait Lagos. Donc cette dynastie prestigieuse régna sur l'Égypte jusqu'en 30 avant notre ère et la mort de Cléopâtre. Général, garde du corps et ami fidèle d'Alexandre, il fut désigné satrape d'Égypte lors du partage de l'Empire en 323. Il prit part aux guerres des Diadoques en s'opposant particulièrement à Antigone et à son fils Démétrios. Roi ambitieux mais prudent, il manifesta l'ambition d'établir une thalassocratie et étendit sa domination sur les rives de l'Asie mineure, ainsi que sur des îles en mer Égée et en Méditerranée orientale, dont Chypre principalement. Il échoua à s'implanter néanmoins en Grèce continentale, mais parvint à établir un glacis stratégique en Syrie creuse, Syrie phénicie. Il fait figure de roi bâtisseur, d'un ami des arts et des lettres et d'un protecteur des savants. Il est donc considéré par les historiens modernes comme l'un des principaux souverains du début de l'époque hellénistique. Il fut aussi l'auteur de mémoires aujourd'hui disparues qui servirent de source principale à Arien et à Plutarque pour le récit des conquêtes d'Alexandre. Voyons en première partie sa carrière durant le règne d'Alexandre. Donc, Ptolémée naquit en Néordée, à l'ouest de la Macédoine, vers 367 avant notre ère. Il était le fils d'un certain Lagos, mais il pourrait être un enfant bâtard de Philippe II. Arrêtons-nous un instant sur cette affaire. Lagos, qui avait des origines modestes, devint officier dans l'armée macédonienne et épousa Arsinoé, une concubine de Philippe II, ce qui montre qu'il sut gravir les échelons. Selon le géographe Pausanias, certains Macédoniens racontaient qu'Arsinoé était en fait déjà enceinte de Philippe au moment de son mariage avec Lagos. Il considérait donc Ptolémée comme le demi-frère d'Alexandre. Mais il est fort probable qu'il s'agit là d'une légende destinée à grandir l'image de la dynastie des Ptolémées. A noter que Lagos épousa plus tard Antigonée, une nièce d'Antipater, dont la fille Bérénice, issue d'un premier mariage, épousa par la suite Ptolémée. Celui-ci avait pour frère cadet Ménélaos, qui joua un rôle mineur pendant les guerres des Diadoques, et qui devint, dans les années 280, le premier prêtre du culte ptolémaïque d'Alexandre. Ptolémée était un ami d'Alexandre durant leur jeunesse à la cour de Péla. Ptolémée fit en effet partie de ceux que Philippe II exila en 337 à la suite du mariage avorté entre la fille de Pixodaros, le satrape de Carie, et Aridée, le demi-frère d'Alexandre, futur Philippe III. Les mémoires de Ptolémée étant la source principale d'Arien dans l'Anabase, il y est mentionné très souvent comme témoin oculaire des événements. Les informations fournies à son sujet semblent néanmoins fiables. Il prit part aux premières grandes batailles en Asie. À Issos, en 333, il se lança à la poursuite des troupes perses en fuite, conduites par Darius III. Et plus tard, en Égypte, il accompagna Alexandre lors de son pèlerinage à l'oasis de Siwa, là où Alexandre fut proclamé fils de Zeusamon. Ensuite, il prit une part active à la bataille des portes persiques en 330. Il prouva sa loyauté indéfectible envers Alexandre lors de la conjuration de Philotas. Il obtint son premier véritable commandement indépendant lors de la campagne contre Bésos, le satrape autoproclamé roi de Perse, qu'il parvint à capturer en 329. La campagne indienne d'Alexandre accentua son ascension, autant du fait de sa valeur militaire que de sa loyauté envers le roi. Il fut l'un des 7 gardes du corps d'Alexandre à partir de 328. Il commanda aussi 3000 hypaspistes et le bataillon des Peltastes lors de l'assaut contre Sangala, donc une citadelle qui commandait la route vers l'Inde. Il participa activement à la bataille de Lydaspe en 326. Durant l'expédition de retour à travers la vallée de l'Indus, il commanda l'arrière-garde. En 324, lors des noces de Suse, il épousa Artakama,
une des filles du satrape Artabase, dont Alexandre d'ailleurs avait été à un moment le concubin d'une de ses filles, Barzine. Au fil de la conquête, il compta parmi les hommes de confiance d'Alexandre, avec Héphaïstion, Cratère et Perdiccas principalement. Aux accords de Babylone, qui suivent la mort d'Alexandre en juin 323, il reçut la riche satrapie d'Égypte. Lors de ce conseil de succession, Ptolémée aurait d'ailleurs proposé que les délibérations soient conduites autour du trône et des attributs royaux d'Alexandre. Voyons en deuxième temps Ptolémée, satrape d'Égypte. Très rapidement, Ptolémée s'opposa à Perdiccas, le chiliarque ou vizir, qui entendait maintenir l'unité de l'Empire. Au mépris des accords de Babylone, Ptolémée s'empara d'abord de la Cyrénaïque, l'actuelle Libye, en y plaçant un gouverneur fidèle, tout en garantissant aux cités grecques du pays une indépendance sous sa tutelle. Il noua par ailleurs relation avec des roitelets de Chypre. Et surtout, il fit exécuter Cléomène de Naucratis, l'administrateur grec de Basse-Égypte, sous le prétexte d'un enrichissement personnel. Et il profita de l'occasion pour s'emparer de ses trésors. En 322, il détourna le convoi funéraire qui était censé conduire la dépouille d'Alexandre de Babylone, vraisemblablement jusqu'en Macédoine. Il faut bien là saisir toute la portée symbolique de ce geste. La réaction de Perdiccas fut immédiate. Début 321, le vizir s'avança à la tête de l'armée royale vers l'Égypte, tandis que Mène de Cardia, son second, était chargé de lutter en Asie mineure contre la coalition formée par Antipater, Cratère et Antigone. Mais Perdiccas ne parvint pas à envahir l'Égypte, dont la frontière orientale était bien défendue. Il échoua à faire passer le Nil à ses troupes devant Péluse, ce qui précipita son assassinat par ses officiers, dont Séleucos, Peyton et Antigénès. Après l'assassinat de Perdiccas, Ptolémée refusa prudemment la régence de l'Empire. Entre 319 et 318, il s'empara de la satrapie de Syrie-Phénicie, la future Coëlée-Syrie ou Syrie creuse. Mais il fut contraint de se retirer face aux avancées successives d'Eumène et d'Antigone, qui entendaient se tailler un empire en Syrie. Donc, Ptolémée se rapprocha ensuite de Cassandre, le fils d'Antipater et le rival d'Antigone. Et donc après la proclamation par Antigone de la liberté des cités grecques en 315, Ptolémée répliqua en garantissant les mêmes droits. En 312, il reprit l'offensive contre les Antigonides en mer Égée avec l'aide de Séleucos, qui était son hôte depuis 316, depuis la guerre de Babylonie contre Antigone. Et il défit sévèrement Démétrios, le fils d'Antigone, à la bataille de Gaza. En 311, une trêve fut conclue entre les principaux belligérants, excepté Séleucos. Ptolémée se réconcilia temporairement avec Antigone, même s'il n'avait pas renoncé à ses prétentions en Syrie et en Phénicie. Il en profita pour placer l'île de Chypre sous sa tutelle en éliminant les souverains à la loyauté douteuse. Il mit à la tête de l'île le roi de la cité de Salamine. À sa mort, en 310, il désigna comme gouverneur son propre frère Ménélaos. Chypre lui fournissait non seulement une situation stratégique face à la Syrie, mais elle était aussi riche de ses mines de cuivre et du bois pour la construction navale. Enfin, il est probable qu'il ait établi une alliance avec la cité de Rhodes, qui était amenée à jouer un grand rôle à l'époque hellénistique. Ptolémée tenait donc les deux principales bases maritimes en Méditerranée orientale, qui plus est, voisine des possessions antigonides. La clause du traité de 311, garantissant la liberté des cités grecques, servit de prétexte à Ptolémée pour reprendre les hostilités contre Antigone, car celui-ci avait installé des garnisons dans plusieurs îles égéennes. Entre 310 et 309, Ptolémée mena une campagne victorieuse en Cilicie et en Égée, depuis Kos, son quartier général. La réaction d'Antigone fut immédiate et Démétrios reprit l'initiative en Asie mineure.
Un neveu d'Antigone chercha à entrer en pourparlers avec Ptolémée, mais celui-ci le fit exécuter et conclut une entente avec Démétrios, dirigée contre Cassandre, qui menaçait la Grèce. Dans le même temps, le gouverneur de Cyrénaïque, un dénommé Ophélas, manifestait des velléités d'indépendance en s'alliant avec Agathocle de Syracuse, le puissant tyran, contre Carthage, ce qui explique que Ptolémée ait besoin de faire la paix au plus vite avec les Antigonides. Ptolémée, qui se présentait comme le libérateur de la Grèce, mena à partir de 308 une campagne contre les possessions de Cassandre, après avoir débarqué dans le Péloponnèse. Il s'agit là de la seule et unique campagne de Ptolémée en Grèce continentale. Il semblait avoir eu le dessein de constituer une confédération de cités, mais son appel rencontra peu de succès. Finalement, il conclut la paix avec Cassandre, rassuré sur ses intentions, et laissa des garnisons dans plusieurs places fortes, dont Corinthe, Sicyone et Mégare, tandis que Démétrios occupait toujours Athènes. Et dès 306, le conflit reprit avec les Antigonides pour la suprématie générale. Ptolémée subit alors au large de Salamine de Chypre une cuisante défaite navale face à Démétrios et abandonna pour 10 ans le contrôle de l'île. Antigone et Démétrios voulurent profiter de ce succès en lançant une expédition navale et terrestre contre l'Égypte, mais l'échec fut complet. Antigone décida alors de se tourner vers le dernier obstacle en vue de l'hégémonie en mer Égée, la cité de Rhodes. À la même époque, les Antigonides prirent le titre royal, ce que fit ensuite, bien sûr, les autres diadoques. Antigone ordonna à Démétrios d'entreprendre en 305 le siège de Rhodes. La cité fut ravitaillée par la flotte de Ptolémée. Et au terme d'un an de siège spectaculaire, Antigone et Démétrios durent plier bagages et reconnaître la liberté de la cité. Ptolémée reçut alors l'épithète de Sautère, soit le sauveur, de la part des Rhodiens, auxquels il avait porté secours. Et c'était à cette occasion que les Rhodiens vont bien sûr bâtir le colosse de Rhodes. Ce succès à Rhodes compensait en partie pour Ptolémée la perte de Chypre. Voyons en troisième temps les ambitions royales de Ptolémée. Donc, comme dit précédemment, Ptolémée se fit proclamer roi d'Égypte en 305 en réaction à la proclamation royale d'Antigone après sa grande victoire à Salamine de Chypre, et surtout à la fin de la dynastie des Argéades, dont le dernier représentant, Alexandre IV, le fils posthume d'Alexandre, avait été assassiné en 310 par Cassandre. Mais au contraire d'Antigone, Ptolémée ne semblait pas manifester d'ambition impériale sur l'Europe et l'Asie. Il entendait d'abord montrer sa souveraineté sur l'Égypte à l'attention des colons macédoniens, car le titre grec de Basileus n'avait aucune signification pour un indigène égyptien. Attention, parce que contrairement à une tradition ou à une forme de simplification, Ptolémée n'aurait pas reçu le titre de pharaon. En tout cas, aucune source antique, égyptienne ou grecque, ne le mentionne. Par contre, c'est bien son fils Ptolémée qui serait le premier souverain lagide à se faire couronner comme pharaon par les prêtres égyptiens. D'ailleurs, une inscription du temple d'Edfou indique qu'Horus livra à Ptolémée II la terre d'Égypte avec ses titres de propriété rédigés par le greffier divin Thoth. Cette proclamation royale répondait donc à des impératifs extérieurs. Il s'agissait de contrer les prétentions d'Antigone à une forme de monarchie universelle. Les autres diadoques réagirent en adoptant les uns après les autres le titre royal. Il s'agissait d'abord pour eux d'assurer la légitimité de leur pouvoir, même si, de facto, les diadoques se comportaient déjà comme des souverains auprès des populations indigènes dès leur prise du pouvoir en 323. En 302, Ptolémée rejoignit la coalition réunissant Cassandre, Séleucos, Lysimaque contre Antigone, qui cherchait la domination impériale en Grèce comme en Asie. Stratège avisé et prudent, Ptolémée montra peu d'empressement à combattre, et ses troupes n'opérèrent pas de jonction avec les coalisés.
Il se contenta juste d'occuper une nouvelle fois la Coëlée-Syrie, avec probablement l'ambition d'occuper par la suite toute la Syrie phénicie. Après la grande bataille d'Ipsos en 301, qui vit la mort d'Antigone, les Alliés refusèrent sous l'impulsion de Séleucos de remettre à Ptolémée de façon définitive la Coëlée-Syrie. Cette région devint dès lors l'enjeu d'une intense rivalité entre l'Agide et Séleucide au travers de 6 guerres de Syrie. Néanmoins, grâce à sa puissante flotte, Ptolémée parvint à reconquérir Chypre aux dépens de Démétrios en 295. Les successeurs de Ptolémée eurent dès lors l'ambition de contrôler la mer Égée et la Méditerranée orientale à travers l'établissement d'une véritable thalassocratie. À sa mort en 283, Ptolémée laissait un État florissant. Son fils, Ptolémée II, associé au trône depuis 285, lui succéda. C'est à l'occasion de son enterrement que la momie d'Alexandre fut rapatriée de Memphis à Alexandrie, où la construction du tombeau venait d'être achevée. Évoquons un instant les aspects généalogiques. Ptolémée eut 3 enfants avec l'hétaïre Thaïs, celle qu'une tradition accuse d'avoir poussé Alexandre à incendier le palais de Persépolis. Et les enfants qu'il a eus avec Thalys seraient nés avant son installation en Égypte, et il aurait fini par épouser Thaïs. Ptolémée eut 3 autres épouses. D'abord Artacama, la fille du satrape Artabase, épousée lors des noces de Suse. Ensuite Eurydice, une fille d'Antipater, épousée en 321 lors des accords de Triparadisos, avec laquelle il eut 3 fils, dont Ptolémée Kéronos, dit la foudre, et 2 filles, Ptolémaïs et Lysandra, qui furent mariés respectivement à Démétrios et à Agathocle, le fils de Lysimaque, ce qui va complexifier, on l'imagine, les relations. En tout cas à la cour de Lysimaque. Enfin, Bérénice, une suivante d'Eurydice, qu'il épousa entre 316 et 310, lui donna 3 enfants. Son successeur Ptolémée II, parce que Ptolémée Kéronos est mort en Macédoine face aux Celtes, et 2 filles, dont Arsinoé, qui épousa son propre frère, donnant naissance à la tradition des unions consanguines chez les Lagides. Voyons en 4e thème Ptolémée, le roi fondateur. Il fut d'abord le véritable bâtisseur d'Alexandrie, dont il fit sa capitale. Vers 297, il fit débuter la construction du phare d'Alexandrie, et à partir de 288, il fit ériger la bibliothèque d'Alexandrie intégrée au musée, c'est-à-dire littéralement le temple des Muses, qui comprenait une des premières universités de l'histoire et une académie où se retrouvaient poètes, scientifiques et artistes invités par les Lagides. Je renvoie à des vidéos que j'ai pu faire sur ces thèmes-là. Il fonda par ailleurs une colonie de vétérans à Ptolémaïs, au sud de Memphis, que les Grecs appelaient Thèbes. Il accueillit à sa cour des historiens tels Clitarque, afin de glorifier la mémoire d'Alexandre et d'asseoir aussi son prestige. C'est à la demande de Ptolémée que le prêtre Manéthone rédigea en grec une histoire de l'Égypte recensant le nom des pharaons. Il mit en place une administration efficace, combinant le rationalisme grec et la tradition égyptienne. Il établit par exemple un système de taxation efficace et encouragea la production agricole en Égypte. Enfin, il fit restituer au clergé égyptien les statues des dieux, le mobilier et les livres précédemment volés dans les temples par les Perses, et que les Macédoniens avaient par la suite récupérés. Pour marquer son appartenance aux coutumes égyptiennes, il fit célébrer le jubilé de son règne et lança un programme de restauration et de construction de temples de tradition égyptienne. Il initia par ailleurs un culte divin à Alexandre. On imagine bien qu'il s'agissait pour lui de capter à son profit l'héritage héroïque du conquérant et de consolider sa dynastie. Il convient néanmoins de distinguer un culte municipal rendu à Alexandrie en l'honneur de la fondation de la ville et un culte d'État
honorant Alexandre dans tout le royaume ptolémaïque, culte attesté à partir de 311. Ptolémée fut aussi à l'origine de l'instauration du culte de Sarapis, ou Sérapis, divinité syncrétique rassemblant les traits de Zeus, d'Hadès, d'Asclépios, d'Apis et d'Osiris. Il fit donc le choix d'un culte égyptien pouvant être adopté par les Gréco-Macédoniens. Ce culte aurait ensuite été transféré de Memphis à Alexandrie par Ptolémée lui-même ou alors son fils Ptolémée II. Ptolémée fit aussi venir Euclide, le père de la géométrie moderne, au musée d'Alexandrie. Alors le roi jugeait les éléments d'Euclide comme étant trop complexes à étudier. Et la légende dit qu'il demanda au géomètre s'il n'y avait pas une voie plus facile pour accéder à son œuvre. Euclide aurait répondu « Sire, il n'y a pas de voie royale vers la géométrie ». Enfin, vers 285, Ptolémée publia ses mémoires, aujourd'hui perdus, où il racontait avec précision les campagnes militaires menées par Alexandre. Bien que forcément partiaux, ces mémoires, ainsi que ceux rédigés par Aristobule, un contemporain de la conquête, inspirèrent l'anabase d'Arien, le plus fiable des récits antiques conservés à nos jours de la conquête macédonienne. Arien, d'ailleurs, disait que Ptolémée était selon lui un témoin digne de foi, puisqu'il avait pris part à l'expédition, mais que, étant devenu roi lui-même, il lui serait déshonorant de mentir. En outre, Ptolémée transmit ses mémoires longtemps après la mort d'Alexandre, et déformer les faits ne représentait pas pour lui une nécessité. Les mémoires de Ptolémée furent aussi l'une des sources principales de Plutarque dans la vie d'Alexandre, qui fourmille d'anecdotes et de précisions. Et donc, globalement, ces mémoires représentent une tradition historique différente de celle issue de Clitarque, que Diodore, Quincurse et Troc-Pompée ont largement consulté, ce qu'on appelle la Vulgate. Je vous renvoie là aussi à des vidéos que j'ai fait sur le thème de l'historiographie d'Alexandre. Voyons maintenant la conclusion. On peut donc affirmer que Ptolémée fut un souverain ambitieux, mais aussi en même temps un stratège très prudent. Il sut se montrer impitoyable à plusieurs reprises en éliminant ses rivaux, notamment Cléomène de Naucratis. Il fut un dirigeant éduqué, une sorte de despote éclairé, si on peut se permettre ce néologisme. Il était connu donc, pour son intérêt pour les sciences et les arts et encouragea le développement d'Alexandrie comme nouveau centre culturel du monde grec. Il était en outre un administrateur efficace et renforça considérablement l'économie de son royaume, qui devint l'économie la plus florissante de l'époque hellénistique. Enfin, il montra du respect pour la culture égyptienne, ce qu'on voit bien à travers tout l'héritage qu'il laissera jusqu'à Cléopâtre VII. Et finalement, sa dynastie laissa une empreinte durable sur l'histoire de l'Antiquité. Voilà pour le grand Ptolémée. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.